Shalom Ubracha, bienvenue sur Torah de vie. Aujourd'hui, puisque nous avons évoqué l'incidence du déluge qui est mentionné dans la Torah sur tout ce que nous avons aujourd'hui à observer à la surface de la terre, nous allons parler d'une manière beaucoup plus générale de la vraisemblance de catastrophes de grande envergure qui ont affecté la surface de la terre à l'époque du déluge. Nous l'avons déjà évoqué lors de nos premières interventions. Mais aujourd'hui, nous allons revenir là-dessus. Parce que l'un des facteurs, je dirais même le facteur, de divergence principale entre les scientifiques qui suivent l'école évolutionniste et ceux qui veulent rester fidèles au texte de la Torah, je disais que l'un des facteurs les plus importants de divergence, c'est le fait que Darwin, fondateur le plus célèbre et le plus connu d'une école évolutionniste basée sur la sélection naturelle, parce qu'il y en avait d'autres également. Il y a eu beaucoup d'autres fondateurs d'écoles qui tous avaient un point commun. Ils optaient pour une explication évolutive de la vie sur Terre. Il y a eu Spencer, Herbert Spencer, il y a eu Wallace. Avant tous, il y avait bien sûr Lamarck, etc. Toutes ces écoles, sans compter les disciples de Darwin, ont été plus ou moins éclipsées par la prestation de Darwin, qui en 1859, avec son célèbre ouvrage de l'évolution des espèces par voie de sélection naturelle dans la lutte pour la vie, a voulu expliquer l'évolution de la vie par la sélection naturelle. Autrement dit, par une sélection qui s'est faite naturellement pour faire émerger des espèces différentes à partir d'un ancêtre commun, à partir de quelques ancêtres communs. L'un des points que Darwin n'acceptait pas, parce qu'il soutenait mordicus que son maître, Charles Lyell, Sir Charles Lyell, de l'Académie royale des sciences, il soutenait que son maître, dans son livre « Le principe d'uniformité et les principes de la géologie », son maître écartait absolument toute ingérence, toute existence de catastrophe sur la surface de la Terre lorsqu'elle était primitive. Lyell ne voulait absolument pas en entendre parler, et pour cause. Son ouvrage « Le principe d'uniformité » montre que les changements arrivent tout doucement, tout au long de périodes extrêmement longues. Il faut mettre en cause la chaleur solaire, il faut mettre en cause le vent, il faut mettre en cause la pluie, etc. Créer des changements minimes mais qui s'accumulent au gré des périodes géologiques immenses pour donner à la Terre la physionomie qu'elle a aujourd'hui. Il ne voulait absolument pas entendre parler de catastrophe. Or, et c'est là que le bas blesse, c'est qu'au fur et à mesure des découvertes, on ne peut pas écarter, mais absolument pas, la possibilité de catastrophes énormes, de grande envergure,
qui sont arrivés sur la Terre lorsque la Terre était jeune. Nous allons essayer de montrer quelques preuves, quelques documents. Par exemple, le fait que l'on trouve des restes d'animaux engloutis au sein des couches tectoniques de la Terre. On a trouvé par exemple des mammouths. Ce n'est un secret pour personne. À ce jour, on a découvert depuis les premiers qui ont été trouvés autour de l'année 1797 en Sibérie. Jusqu'à ce jour, on a trouvé 50 000 mammouths. Or, ils ont été tous ensevelis de manière soudaine. Il n'y a pas eu de tentative d'émigration, de migration. Il n'y a pas eu de transformation progressive et douce. Ces animaux ont été ensevelis brusquement, comme si en une seule nuit, la température qui régnait dans ces régions, et qui était tout à fait, je dirais, acceptable, tempérée, modérée, et certaines écoles disent même tropicale. La température s'est abaissée, pour ainsi dire, en l'espace d'une seule nuit, laissant ces animaux absolument désarmés devant les nouvelles conditions de vie. On a trouvé des restes de mammouths, et non pas fossilisés, des mammouths qui ont été trouvés congelés dans les glaces de la Sibérie orientale, et qui étaient tellement frais que des chiens, des loups ont pu manger leur chair sans être incommodés. Leurs prunelles étaient encore intactes. Or, on a trouvé dans ces mammouths des restes de nourriture de plantes, de végétaux qui ne pouvaient pas avoir poussé dans le climat actuel que nous connaissons de la Sibérie. En Sibérie, à cause du froid, qui ne cesse que peut-être pendant un mois dans l'année, pour être un peu moins mordant, un peu moins extrême, ne poussent que des lichens, des mousses, des moisissures, qui ne peuvent en aucun cas constituer la nourriture de ces énormes mammouths. Il faut à ces énormes animaux des quantités de fourrage, de végétaux, des quantités absolument effrayantes. Comment se serait-il nourri si le climat de la Sibérie avait été tempéré, modéré, voire tropical, subtropical? Ces animaux ont été trouvés avec des plantes tropicales à moitié digérées dans leur intestin, dans leur estomac. Preuve que simplement quelques heures avant leur ensevelissement et leur congélation, ils pouvaient manger des végétaux qui poussaient sous des latitudes proches des nôtres. Il y a mieux. Au nord de la Sibérie, très proche du pôle Nord, il y a des îles. On les appelle les îles de la Nouvelle-Sibérie, parce qu'ils ont été découverts il n'y a pas très longtemps, au XIXe siècle. Et les îles de la Nouvelle-Sibérie sont littéralement tapissées d'ivoire. On les appelle d'ailleurs, certaines s'appellent les îles de l'ivoire. Sont tapissées d'ivoire, sont constituées d'un socle ivoirien. Comme s'il y avait eu une telle quantité d'animaux brassés, et des animaux comme les mammouths, il y avait également des buffles, des rhinocéros, des animaux qui ont donné leur ivoire, qui a été brisé, pulvérisé par une catastrophe soudaine, des catastrophes soudaines, et qui ont constitué, si vous voulez, le fondement, le socle de toutes ces îles. Or, cela laisse entendre que tous ces animaux ne pouvaient pas avoir été décimés, leurs espèces ne pouvaient pas s'être éteintes en des quantités chronologiques, des quantités temporelles énormes, des quantités de temps qui s'étendaient sur des
sur des dizaines, voire des centaines d'années, avant que le climat ne se modifie, parce que ces animaux auraient eu le temps de migrer, d'aller sous des latitudes qui leur correspondaient plus. Ça laisse entendre à la fois qu'il y a eu des changements très brusques, et des changements surtout fondamentaux, de grands changements. Ça, c'est quelque chose qui fait réfléchir, qui nous montre que les durées de vie de la Terre, du monde vivant, doivent être singulièrement raccourcies, que les extinctions d'espèces ont été subites, que les pierres et les ossements, qui sont les seuls témoins aujourd'hui de ces catastrophes, montrent également que les hommes, l'être humain, l'espèce humaine, a été contemporaine de ces animaux que l'on dit préhistoriques. Des animaux maintenant éteints, et on peut trouver, il n'y a pas qu'en Sibérie, on a trouvé sur le continent américain, en Floride, dans l'ouest américain, etc. On a trouvé des armes travaillées qui ressemblent absolument aux armes qui étaient utilisées encore il y a simplement 200 ans ou 150 ans, les Indiens de ces régions, les tribus indiennes de ces régions. On a trouvé des armes travaillées, des javelots, des pointes de saguet, etc., mélangées à des animaux qui sont éteints depuis, selon bien sûr les scientifiques évolutionnistes, éteints depuis très longtemps. Des outils travaillés, des pointes de javelot entre des mammouths et des animaux et des tigres à dents de sabre, comme le smilodon, dont on pense qu'ils se sont éteints il y a tellement longtemps. Donc ça montre qu'il faut revoir un peu tout cela, voir que les durées doivent être singulièrement raccourcies, et que les durées qui sont mentionnées par la Bible, qui sont mentionnées par la Torah, sont tout à fait fiables au regard des découvertes. Aujourd'hui, si on prend cette base de recherche qu'est la découverte, les découvertes montrent aussi bien au niveau des fossiles, c'est-à-dire des espèces qui ont été fossilisées, pétrifiées, et dont on ne retrouve plus le matériau d'origine, simplement les traces, aussi bien lorsqu'on trouve effectivement des traces vivantes de ces animaux, comme ces milliards de poissons qui ont été retrouvés dans des couches terrestres. Ces animaux ont été ensevelis brusquement dans des attitudes effrayées, dans des attitudes qui montrent que la catastrophe a dû être subite. Donc il faut revoir un peu toute la chronologie évolutionniste qui opte à la fois pour des changements doux et progressifs, et qui a besoin pour cela, en complément, de longues périodes géologiques. Merci de votre attention et au prochain épisode.